Bonjour, merci donc de nous retrouver pour ce nouveau webinaire d'AGEAS Patrimoine. Alors, un webinaire qui sera consacré aujourd'hui aux SCPI, et notamment aux SCPI d'entreprise. Donc on va pouvoir approfondir un peu ce qu'est effectivement une SCPI. Alors la SCPI, la pierre qui vit. Et on pourra mêler effectivement la partie théorique et la partie expertise avec trois sociétés de gestion que j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui. Donc Sonia Fandler, donc présidente d'Altixia REM. Bonjour Sonia. Rodolphe Manasterski, donc président d'Advenis REM. Bonjour Rodolphe. Bonjour Kim. Et Christophe Inizan, donc directeur commercial de la Française. Bonjour. Christophe. Bonjour. Messieurs, bonjour. Alors, très vite, et avant d'aller effectivement dans le vif du sujet donc, de la SCPI, de manière générale, un slide qui va dresser déjà le contexte marché aujourd'hui des SCPI. Et on constate aujourd'hui qu'on a déjà 175 SCPI sur le marché donc, français. On a aujourd'hui 55 milliards donc, de capitalisation, ce qui est relativement énorme et conséquent, et 31 sociétés de gestion. Et on a la chance aujourd'hui sur ces 31 sociétés de gestion d'en avoir 3 avec nous. Donc ça va être l'occasion de faire déjà un premier tour de table. Alors pas pour faire connaissance parce que tout le monde vous connaît, mais néanmoins c'est bien de faire un point d'arrêt, un instant T, un arrêt sur image. Je vais laisser tout de suite la parole donc, à Sonia. Sonia, donc, alors, qui est Sonia? On vous connaît, mais qui est Sonia et qui est Altixia REM aujourd'hui? Écoutez, donc après 25 ans d'assurance, j'avais envie effectivement de rejoindre le monde de l'immobilier puisque c'est un actif tangible et que je trouve il y a toute sa place dans la gestion de patrimoine. Donc Altixia REM, c'est une société de gestion qui a été créée en 2015 mais uniquement pour de la clientèle professionnelle qui fait pas loin de 500 millions d'encours sous gestion. Et donc je suis arrivée pour obtenir l'agrément AMF grand public et lancer des nouvelles SCPI au PCI. Donc tout ce qui est le milieu de l'immobilier tangible et pragmatique pour les clients patrimoniaux. D'accord, merci Sonia. Donc, et en plus, c'est le cas puisqu'on aura donc une nouvelle SCPI, donc Altixia Commerce, qu'on verra tout à l'heure plus en détail dans notre offre. Donc, je me tourne maintenant vers Rodolphe et vers donc Advenis REM. Alors, Advenis qu'on connaît aussi, qu'on connaît notamment actuellement avec une SCPI qui investit principalement en Allemagne. Orvalis, alors, si on regarde un petit peu Advenis REM, c'est qui? C'est quoi? Alors, Advenis REM, c'est une société de gestion qui conçoit et gère des SCPI selon 2 grandes thématiques. La première, c'est des SCPI fiscales, avec notre gamme Renovalis. Et le deuxième, c'est des SCPI de bureau, donc avec Eurovalis et Ilialis, que l'on évoquera un peu plus tard aujourd'hui. On a toujours aussi, au niveau d'Advenis REM, essayé d'avoir une démarche innovante avec des produits singuliers, étant donné le contexte concurrentiel que vous évoquiez plus tôt. C'est pour ça qu'on était les premiers à lancer une SCPI de déficit foncier en 2011, les seuls à avoir une SCPI monument historique avec Renovalis Patrimoine en 2016 et les seuls aujourd'hui à proposer une SCPI avec Eurovalis qui soit 100% bureau, 100% allemande. Aujourd'hui, donc au 31 mars 2019, nous avions 430 millions d'euros d'encours sous gestion. Nous espérons dépasser la barre des 500 millions d'euros avant le 30 juin et notre ambition est d'arriver à 1 milliard d'euros d'encours sous gestion dans les 24 prochains mois. Voilà, donc de belles perspectives également sur Advenis REM. Rodolphe, merci. Alors, je me tourne maintenant vers la Française, vers Christophe. Alors, Christophe, qu'on ne présente plus, est la Française. Mais néanmoins, c'est intéressant aussi de faire un point à date aujourd'hui, Christophe, sur la Française. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc la Française, on est un acteur historique sur le marché des SCPI. Moi, j'y travaille depuis une petite vingtaine d'années. Donc, on a assisté au développement croissant et au succès croissant des SCPI. Aujourd'hui, la Française, c'est un acteur qui est, comme vous le savez, multispécialiste. Donc, on gère 70 milliards d'euros d'actifs, dont 20 milliards sont constitués d'immobilier. Et la particularité de ces 20 milliards d'immobilier, c'est que vous avez 8 milliards qui sont logés donc dans les SCPI, qui fait encore aujourd'hui, je le dis à dessein, de la Française le leader sur ce marché de la SCPI, qui effectivement attire beaucoup d'acteurs. Et non sans raison, et on y reviendra tout à l'heure, et non sans bonne raison notamment. Et on pense que c'est une tendance de très très long terme qui s'est instaurée. Et le succès de la collecte notamment est dû à nos partenaires gestion de patrimoine que nous accompagnons depuis une vingtaine d'années à la Française. Merci Christophe. Et justement, d'emblée, une question. Alors, on a vu pourtant en 2018, alors, on voit effectivement que c'est vraiment dans la tendance, la collecte en SCPI. On a vu par contre en 2018 un léger recul ou un tassement. On a vu plus ou moins 19-20%, on va dire, de recul. Et par contre, premier trimestre, donc 2019, l'explosion plus 79% de collecte en SCPI sur ce premier trimestre. Peut-être justement, comme vous le disiez à l'instant, Christophe, des explications sur ce contexte aujourd'hui? Alors, quelques facteurs explicatifs, en tous les cas, de notre point de vue. 2017, pour repartir un peu plus en arrière. On est peut-être parti sur la même année, une année record. 2017 a été une année record.
Donc il n'est pas anormal qu'en 2018, il y ait eu un léger tassement et un retour à la normale en quelque sorte, puisqu'en fait 2018, on était très proche des chiffres de 2016. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est qu'en début 2018, il y a quand même un élément nouveau, c'est la modification de la fiscalité immobilière avec l'arrivée de l'IFI, qui a quand même perturbé assez notablement les acteurs. Donc le temps que le marché digère l'intégration de l'IFI, c'est vrai que ça a un petit peu ralenti la collecte, mais finalement, nous, ça nous va bien parce que ça nous a permis de reprendre notre temps pour investir dans de bonnes conditions sur les fonds sur lesquels nous avons beaucoup collecté. Et effectivement, en 2019, nous sommes repartis sur des chiffres très très importants qui sont à ce stade, en tous les cas, supérieurs à 2017 et qui sont liés notamment à la fin d'année sur les marchés financiers qu'on a connus avec la très forte volatilité qui est toujours d'actualité au moment où on se parle, d'une part. Et d'autre part, un événement qu'on commentera tous les trois tout à l'heure, c'est que, bien évidemment, les fonds euros aujourd'hui connaissent une modification de leur écosystème, une baisse de leur rendement. Et donc, tous les acteurs, que ce soit les clients professionnels ou les particuliers, cherchent par nature des actifs de rendement. Et c'est la raison pour laquelle je précisais en introduction qu'on pense qu'on n'est qu'à l'aube du déploiement des stratégies immobilières dans les portefeuilles des clients, parce que le rendement, et notamment le rendement des SCPI, et dans l'environnement qu'on connaît, un rendement relativement élevé, et on verra les conséquences que cela a sur le marché dans les années à venir. Donc là, Christophe, d'emblée, vous me tendez une perche, effectivement, parce qu'on a vu hier, un premier jour, une journée un peu historique, hier, puisqu'on a eu l'OAT à 10 ans qui s'est retrouvé en territoire négatif. Alors, comme vous le disiez, pour les assureurs traditionnels, certainement que ça va être un vrai sujet sur du moyen ou long terme, notamment par rapport aux fonds en euros. Et on voit effectivement une recrudescence, SCPI d'entreprise versus fonds en euros. Est-ce qu'aujourd'hui, les SCPI sont pour le coup complètement décorrélés de cette baisse de l'OAT, ou est-ce que c'est un marché qui est par contre impacté Je laisserai Sonia compléter mon propos, ou en tous les cas prendre la suite. Juste un petit mot, nous on a regardé, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils le savent bien, la principale chose qu'on regarde, c'est la prime de risque. Et toutes les formations qu'on peut faire depuis une vingtaine d'années tournent notamment autour de ce concept-là. Alors justement, pour les personnes qui nous regardent, une prime de risque. Alors c'est l'écart qui nous permet de mesurer le rendement entre l'actif par essence qui est le plus sécure aux yeux des investisseurs, qui est donc l'OAT en France, le Bund en Allemagne, donc l'obligation assimilable du Trésor, donc le coût de la dette de l'État français, qui était à 5-6% il y a quelques années, et donc qui vient de passer en territoire négatif. Donc on voit le chemin parcouru. Et le rendement de l'immobilier de bureau, notamment des SCPI, et de son sous-jacent qui est l'immobilier de bureau prime chez nous en tous les cas, qui est à 3%. Donc l'écart entre les deux, autrement dit 0 pour la dette de l'État français hier, ou un peu moins, et 3% de rendement prime pour les bureaux les mieux placés, ça fait une prime de risque qui est autour de, dans nos métiers, on la qualifie de 300 points de base, 3%. Ce qui signifie que de ce point de vue-là, ça c'est très important à retenir, il n'a jamais été aussi intéressant de ce point de vue-là d'investir en immobilier. La prime de risque n'a jamais été aussi élevée. Donc ça c'est un élément extrêmement structurant. Si je m'écarte du marché français, je laisserai la parole aux autres interlocuteurs, mais si je vais en Allemagne pour le coup, le Bund est lui en territoire négatif depuis déjà quelques semaines. Et le rendement du marché allemand du point de vue de la prime de risque est encore plus intéressant. Alors, donc on voit bien qu'il y a un phénomène de fond. Tout à fait, Christophe. Merci pour ces points. Peut-être une précision, Sonia, sur le sujet ? Non, juste un point. Effectivement, l'année dernière, on a déjà vu la moyenne des taux de PB des fonds euros passer en dessous du niveau de l'inflation. Très clairement, aujourd'hui, les assureurs responsables vont devoir baisser drastiquement leur taux de PB dans les années à venir. Et même si les taux devaient remonter, ça mettra un temps fou avant que les fonds euros remontent. Donc il y a une vraie logique aujourd'hui à diversifier son allocation, puisqu'aujourd'hui, préparer sa retraite en investissant sur le fonds euro, ça va être un vrai défaut de conseil dans les mois qui viennent. D'accord. Merci pour ce point de vue, Sonia. Alors, on va reprendre le cheminement, effectivement, de notre webinaire, mais d'emblée, on sent que c'est un vrai sujet qui intéresse tout le monde. Alors, si on reprend la SCPI, qui est un peu l'avènement de la pierre papier. Donc, alors, au commencement, on pense que la SCPI, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, mais en réalité, la SCPI date de 1970, les premières SCPI, les premiers décrets, la première réglementation sur la SCPI. Donc, 1970, un grand parcours, effectivement, qui a été réalisé. L'objectif étant la propriété immobilière, la détention d'immobilier locatif, en l'occurrence, mutualisation du risque, accessibilité. Au fil du temps, son environnement a évolué, puisqu'on a aujourd'hui des SCPI fiscales, des SCPI qui investissent en Europe et des SCPI également dans les contrats d'assurance vie. Donc plusieurs effectivement méthodes aujourd'hui, comme on l'a vu à l'instant sur le slide. Donc l'acquisition de parts de SCPI peuvent se faire au comptant, à crédit, à travers un contrat d'assurance vie. Donc on a déjà beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous pour justement investir dans les parts des SCPI. Alors les SCPI, deux types d'SCPI, SCPI d'entreprise et SCPI résidentielle.
comme on peut le voir à l'instant, on a effectivement les SCPI d'entreprise, ex-SCPI de rendement, comme on les appelait auparavant, et les SCPI résidentielles qui sont plutôt des SCPI fiscales, en l'occurrence. Donc, patrimoine d'un côté composé d'immeubles à usage donc, commerciaux, de l'autre côté donc, plutôt à usage d'habitation. On a de la distribution. Et de l'autre côté, on a des avantages également fiscaux. Alors, Rodolphe, on parlait tout à l'heure avec Advenis, SCPI Malraux, déficit foncier, donc de nombreuses SCPI. Et pour ça, justement, si on revient un peu sur le contexte, on va dire, structurel, des SCPI, et je me tourne vers Sonia et vers Altixia REM. Donc, le contexte un peu structurel aujourd'hui d'Altixia Commerce et d'Altixia REM, quel est-il ? Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les épargnants veulent revenir sur des actifs tangibles. Et on a la chance, avec les SCPI, de pouvoir à nouveau rendre ces actifs tangibles. Et je trouve que dans ce milieu de l'immobilier, ça a manqué énormément de transparence, que ce soit sur les frais, sur les acquisitions, sur les taux de rendement. De pédagogie, on utilise encore un vocabulaire qui est trop complexe pour le client final et qui a encore beaucoup d'innovations, notamment digitales et technologiques à faire. Donc, c'est un milieu qui peut encore énormément se rénover et qui va pouvoir redonner un attrait pour les clients. Sachant que le client, il attend certes dans les SCPI du rendement, mais également de la création de valeur. Et c'est là où effectivement l'effet taux est beaucoup moins pénible quand vous avez de la création de valeur. Et il va falloir revenir justement beaucoup plus en amont dans la recherche des actifs. Jusqu'à présent, je pense que vous pouviez gagner de l'argent avec tout et n'importe quoi. Demain, il va falloir être beaucoup plus en amont. C'est vraiment acquérir des terrains, acquérir du VIFA, prendre du risque, savoir acheter sans avoir le permis de construire et l'obtenir. Et donc ce sourcing est finalement assez difficile à réaliser ? Il est très différenciant et j'avoue que c'est l'avantage d'Altixia REM d'être adossé à une foncière qui a ce savoir-faire de sourcing. Puisqu'aujourd'hui, la foncière Héraclès a une vingtaine d'équipes en France et 7 en Espagne pour couvrir toute l'Europe du Sud. Et on voit bien que les foncières ont une proximité locale avec le maire du pays, avec le maire du coin, qui fait qu'ils savent que l'actif, ils vont pouvoir l'acquérir. En plus, l'avantage d'être petit, entre guillemets, c'est de pouvoir aller chercher des actifs entre 2 et 20 millions, où il y a un peu moins de bagarre qu'entre les 20 et 100 millions aujourd'hui que tout le monde recherche. Bien sûr. Alors, ça me permet effectivement justement de revenir vers Rodolphe, puisqu'on évoquait donc l'Espagne. Donc là, on va le voir tout à l'heure, on va développer un petit peu la SCPI Ilalis, donc SCPI qui investit principalement en Europe du Sud. Quelles sont aujourd'hui justement les tendances, on va dire, macroéconomiques? Est-ce qu'elles sont favorables aujourd'hui par rapport à l'Europe et aux investissements? Alors, on sait en Allemagne, mais notamment en Europe du Sud. Alors oui, aujourd'hui on observe sur les marchés immobiliers européens une tendance et une dynamique qui est très forte dans toutes les plus grandes villes européennes, si on exclut le Royaume-Uni. On a les deux grandes tendances qui semblent justifier cela, c'est d'abord la tertiarisation de l'emploi. Aujourd'hui, plus de 80% des emplois qui sont créés en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, sont créés dans les métiers de services qui requièrent souvent donc, un espace de bureau. Puis le deuxième élément que l'on constate, c'est l'émergence de grandes métropoles, de pôles d'attractivité, donc de grandes villes régionales qui, à elles seules, qui concentrent énormément de pouvoir économique et aussi donc d'attraction, et donc une demande de bureaux qui se renforce de plus en plus avec une raréfaction de l'offre. Et donc on a une tendance qui est très forte, qui est assez homogène sur l'ensemble des marchés immobiliers européens et qui s'explique aussi évidemment dans un contexte avec des transactions immobilières assez fluide, où le financement est abordable dans un contexte de taux très bas. Et la spécificité de l'Europe du Sud, elle est de deux ordres. C'est qu'en Espagne et au Portugal, et dans une certaine mesure en France, ces dernières années, des réformes économiques assez importantes ont été menées et ont permis à ces pays-là, et notamment l'Espagne et le Portugal, d'avoir une réelle performance macro et une dynamique très forte. Donc, sur ces 5 dernières années, le taux de chômage au Portugal a été divisé, et en Espagne par 2 entre 2013 et 2018. Le taux de croissance du PIB de ces pays a dépassé les 2% et certainement la moyenne européenne. Et donc, il y a une dynamique aujourd'hui très forte aussi dans ces pays, avec une bonne gestion de la gouvernance de ces pays. Et ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est le fait que, également en Espagne ou au Portugal, étant donné la durée des baux, on a encore aujourd'hui des baux qui ont été négociés en période de crise ou juste post-crise en 2013-2014. Mais avant le pick-up, avant le momentum qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en s'insérant dans ce marché aujourd'hui, on va acquérir des immeubles qui auront un potentiel de revalorisation de leur loyer à court, moyen ou long terme, et donc de valorisation des actifs sous-jacents logés dans ces SCPI. Donc voilà
pourquoi aussi on se positionne sur cette thématique-là, et particulièrement l'Europe du Sud. Alors merci Rodolphe, justement on parle d'actifs sous-jacents et on a une question justement sur ces actifs et sur ces immeubles, une question donc, qui nous est posée via le chat, donc surtout n'hésitez pas. Alors je préviens tout de suite qu'effectivement on a de très nombreuses questions qui nous arrivent et il est possible qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions pendant ce webinaire, donc surtout n'hésitez pas à laisser, donc, pour ceux qui nous regardent et qui nous posent des questions au niveau du chat, votre adresse mail et on y répondra en dehors effectivement du chat si on ne peut pas les traiter en live sur le studio. Et c'est une question qui concerne justement les immeubles et l'ISR, l'ESG, donc l'investissement socialement responsable, environnemental, sociétal, gouvernemental. Alors aujourd'hui, l'ISR, est-ce que c'est indissociable? L'immobilier, le gaz à effet de serre aujourd'hui, l'obsolescence des immeubles. En l'occurrence, quelle est la stratégie? Comment aujourd'hui on fait du sourcing justement? Comment aujourd'hui on va vers des immeubles HQE, c'est-à-dire à haute qualité environnementale ou à énergie positive? Alors peut-être à l'étranger, certes, peut-être, mais aussi en France. Christophe, peut-être un point sur l'ISR et sur le ESG. Enfin, l'ISR, oui, qui fait beaucoup parler de lui, mais c'est surtout une évidence aujourd'hui et une exigence des locataires. C'est-à-dire que c'est plus comme il y a une vingtaine d'années où on achetait des immeubles et puis on voyait comment se comportaient les locataires. Aujourd'hui, les locataires, en tous les cas que cible la française dans le patrimoine de ces pays, nécessitent d'avoir des immeubles qui sont aux nouvelles normes ou en tous les cas aux dernières normes en vigueur. Je précise à toutes fins utiles que la française a contribué à l'élaboration du Grenelle de l'environnement en son temps. Donc tout ce qui a trait au HQE, BBC et autres, c'est des choses qu'on pratique depuis de longue date. C'est vrai qu'on a un patrimoine très important, donc ça a pris du temps de remettre à niveau une certaine partie du parc, mais toutes les SCPI récentes, dont on parlera probablement tout à l'heure, sont bien évidemment sur cette thématique d'être alignés sur les normes environnementales exigées par les locataires pour des raisons aussi, je dirais, purement financières, parce que le HQE, c'est aussi des économies de charges pour le locataire, donc c'est un élément contributeur à la performance au profit de l'investisseur final. Donc ça n'est pas juste je vais qualifier ça de greenwashing, loin s'en faut, c'est un élément très important pour générer de la performance dans le long terme et une exigence des locataires qui sont quand même le moteur principal de la performance des fonds dont on parle ce matin. Alors justement, je vais vous laisser la parole, Christophe, sur justement le Grand Paris et la stratégie. Alors Grand Paris, on voit l'immobilier, on voit tout ce qui se construit aujourd'hui en termes d'immobilier locatif. On a vu effectivement Altixia, quelques spécificités aujourd'hui avec Sonia, on a vu l'Europe du Sud. Alors le Grand Paris, aujourd'hui, le contexte aujourd'hui qui fait que la Française décide de faire LF Grand Paris Patrimoine, qui aurait été une SCPI qu'on connaissait déjà, la SCPI La Française Pierre. Tout à fait. Changement d'orientation, changement de nom, peut-être changement de stratégie, une empreinte réelle Grand Paris affirmée. Oui, alors ce projet-là s'inscrit dans une démarche plus globale du groupe La Française de développer des stratégies d'investissement spécifiques au travers de ces SCPI. Donc ça, c'est l'émergence aujourd'hui de la théorie des allocations de SCPI qui se développe. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est plus suffisant pour un partenaire et un client d'avoir une seule SCPI. Donc on voit aujourd'hui émerger de nouvelles thématiques. L'idée de La Française derrière sa thématique du Grand Paris, c'est effectivement, on accompagne un mouvement de métropolisation. Autrement dit, la valeur se concentre dans les métropoles au niveau mondial. Et Paris va devenir, avec le projet du Grand Paris, la 5e métropole au monde. Donc l'idée pour La Française, qui est déjà très présent sur ce segment de l'Île-de-France depuis sa création il y a 40 ans, c'était d'accompagner ce projet duquel on ne pouvait pas être absent bien évidemment, mais surtout en le proposant de manière assez atypique dans la mesure où La Française a participé aux appels d'offres de la Société du Grand Paris, comme vous le savez probablement, en créant une foncière dédiée à cette thématique. Nous avons remporté quelques appels d'offres, pas seuls accompagnés d'acteurs de la place, mais sur des zones qui nous ont semblé extrêmement porteuses. Et donc, aller capter de la valeur en immobilier au travers du Grand Paris demain, ça va probablement être un des vecteurs à privilégier pour une raison qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que depuis 20 ans en France notamment, la valeur est venue en SCPI en particulier, du rendement courant, mais aussi de la plus-value générée chaque année ou tous les 2 ans par la revalorisation des parts pour ne pas les nommer. On pense que ce cycle-là, c'est progressivement ou est en train de s'achever. Et pour créer de la valeur dans les années à venir, il va falloir être plus en amont dans la chaîne. Ça a été évoqué tout à l'heure par Sonia. Donc pour ce faire, il faut être très en amont dans la création de valeur immobilière. Et à ce titre, il faut être sur les fonciers très en amont. C'est ce que nous faisons à La Française. Typiquement, nous avons acheté des fonciers au nord-ouest de Paris, sur l'un des sites que nous avons remporté, qui est connu de beaucoup, qui est au nord de la gare du Nord, qui est Carrefour Pleyel-Saint-Denis, qui est le principal hub de transport dans le futur Grand Paris Express, puisque comme vous le savez, le Grand Paris, c'est aussi et surtout l'architecture
autour d'un nouveau métro automatique de 200 km de lignes supplémentaires qui vont compléter les 200 km du métro existant, comme vous le savez. Donc ça veut dire qu'on va avoir un doublement de la taille du métro. Ça va élargir la zone du Paris tel qu'on le connaît, qui était un petit peu réduite quand même, et faire du Grand Paris une des villes principales, ou en tous les cas une des métropoles principales dans le monde. Donc à la française, on le déploie au travers de, vous l'avez souligné, de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine. Nous avons effectivement décidé d'utiliser un socle préexistant d'une SCPI qui était plutôt dédiée aux investisseurs institutionnels, qui s'appelle LF Pierre, donc la française Pierre, qui était déjà typée Grand Paris quand même, pour se dire les choses, qui est une SCPI qui avait 700 millions d'euros environ d'actifs sous gestion, sur laquelle nous avons obtenu de l'AMF un travail de sortir le parc non parisien, qui est quasiment finalisé au moment où je vous parle, et qui va permettre aux investisseurs, de rentrer sur cette thématique du Grand Paris, 2, d'avoir un rendement immédiat, ce qui est un élément très important, tout en permettant d'aller capter les plus-values futures dont on attend de manière importante sur le futur Grand Paris. Alors, merci Christophe. Alors, on voit effectivement une vraie stratégie sur l'EF Grand Paris Patrimoine. Donc c'est déjà l'une des premières SCPI sur les 3 effectivement aujourd'hui qu'on a référencées chez Ageas Patrimoine. Donc c'est un fait. Mais on a aujourd'hui, comme vous le disiez, 770 millions d'euros de capitalisation sur cette SCPI. Alors finalement, quand on regarde 175 SCPI, on le voyait tout à l'heure en préambule, 55 milliards d'euros de capitalisation. Est-ce que finalement il y a suffisamment de profondeur de marché? Alors a priori oui, Paris, Grand Paris, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une difficulté au niveau de la collecte si effectivement on a une masse assez significative? Est-ce que les sociétés de gestion ne vont pas avoir un souci sur la collecte? Deux éléments de réponse à votre question. Sur la France et sur le Grand Paris, la profondeur, elle est quand même très très importante. C'est 35 milliards d'euros d'investissement public, je vous le rappelle, et probablement très largement dépassé. Et tout autant d'investissements privés. Donc on va être sur un projet qui va tangenter les 100 milliards. Donc là, on est, de notre point de vue, en tous les cas, sur une profondeur suffisante. Mais bien évidemment, sur le marché français, au-delà de Paris et de sa région, il a fallu et il faut sortir du territoire domestique parce que les flux de capitaux sont tels que ça nécessite d'aller diversifier, bien évidemment, les investissements. Nous l'avons fait aussi à la française, même si ce n'est pas la thématique de ce matin, mais la profondeur du projet du Grand Paris est telle qu'elle justifie à nos yeux de créer un véhicule idoine et en tous les cas sur cette stratégie d'investissement spécifique sans aucune difficulté de notre point de vue en tous les cas. D'accord. Merci Christophe. On va poursuivre donc notre déroulé. Et alors on a vu effectivement qu'il y a beaucoup d'avantages et inconvénients. Donc mutualisation du risque, on a vu rentabilité également, une gestion déléguée à des professionnels et des sociétés de gestion. Alors les sociétés de gestion, elles sont en charge effectivement de différentes choses. La gestion, gérer la revente des titres éventuels. On a aussi des inconvénients, on le verra effectivement tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients, c'est un fait. Si on fait maintenant un zoom un peu plus précis sur Altixia Commerce, qui a une autre approche, alors, je ne vais pas dire une approche disruptive ou innovante, mais c'est un peu le cas. On peut, voilà, Sonia, tout à fait. On peut. Alors, comment aujourd'hui on peut justement, on va dire, un peu disrupter le marché de la SCPI, alors ne pas le dépoussiérer, eu égard à Christophe, c'est pas le cas, mais c'est du teasing. Mais voilà, comment aujourd'hui, alors c'est quoi Altixia Commerce déjà dans un premier temps Alors, Altixia Commerce a effectivement plusieurs particularités innovantes. Déjà, elle est investie sur toute l'Europe parce que je pense qu'effectivement, la profondeur de marché est clé et on sera en priorité sur la France, l'Europe du Sud. Elle a la particularité également d'investir dans la logistique du dernier kilomètre. On voit aujourd'hui l'essor du e-commerce, de Amazon. C'est quand même aujourd'hui 20% du trafic, 30% de l'occupation de la voirie et surtout, ça représente 20% du coût de la chaîne logistique complète. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des entrepôts en périphérie de ville. Donc, tout ça, Altixia Commerce va en profiter. Et également, tout ce qui mixe le loisir et le commerce. Parce qu'aujourd'hui, il y a un commerce bashing. Donc, c'est le moment d'y revenir. Il y a des tarifs aujourd'hui qui ont bien baissé. Et on voit bien que nos épargnants, ils ont besoin aussi de se distraire, de partir le week-end, d'aller faire du bowling, du trampoline. Et aujourd'hui, les commerces qui mixent le loisir et la grande marque a un vrai sens. Et la particularité deuxième innovante, c'est qu'aujourd'hui, c'est la SCPI qui a les frais de souscription les plus faibles, puisqu'elle a 2,50 hors taxe de frais de souscription, et elle rémunère sur encours. On voit bien aujourd'hui MiFID II qui oblige les CGP à consulter leurs clients, à faire une analyse patrimoniale régulière, voire annuelle. Ça mérite rémunération sur encours. Donc Altixia Commerce va regrouper l'ensemble de ces particularités. D'accord. Donc en d'autres termes, si on approfondit un peu, quels sont concrètement les moteurs de performance aujourd'hui d'Altixia Commerce? On l'a vu à l'instant sur les taux, mais
Quels sont-ils? Alors, les premiers investissements font qu'on n'a acheté que du neuf, que ce soit des commerces dans le Grand Paris, à Rueil-Malmaison, avec un potentiel de création de valeur derrière. Et on a bien négocié avec le Crédit Foncier pour qu'il nous baisse un tout petit peu la valorisation. Et on a acheté un gros retail park de 30 millions, pareil, à la Porte de l'Oise, qui mélange le loisir et le commerce. Donc aujourd'hui, nos premières distributions de dividendes étaient à 6,12 net pour 2019. Et notre objectif est d'être entre 5 et 6 net sur le long terme. C'est une SCPI patrimoniale qui doit faire mieux que le fonds euro, avec beaucoup moins de volatilité que les marchés financiers et qui est présente sur le long terme. Mais qui ne s'interdit pas d'aller aussi en Europe du Sud. Notre prochaine acquisition devrait être du commerce en Europe du Sud. D'accord. Alors, ça me permet effectivement justement de revenir vers Rodolphe. Et Rodolphe, aujourd'hui, alors, une particularité, bien sûr, la SCPI donc Eurovalis, qu'on connaît, qui investit principalement en Allemagne, forte collecte. Et aujourd'hui, Advenis décide d'investir finalement et de créer une nouvelle SCPI, et cette fois-ci une SCPI qui investit en Europe du Sud. Alors, pourquoi une nouvelle SCPI et pourquoi en Europe du Sud? Alors, peut-être déjà donner certains éléments de contexte sur un peu plus précis sur qui est Advenis REM et aussi ce qui nous distingue dans notre environnement. En fait, Advenis REM appartient à un écosystème, un environnement qui est réellement très tourné vers l'international, en un, et en deux, avec une empreinte et un savoir-faire, une expertise immobilière très forte sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc je m'explique. L'actionnaire principal d'Advenis est un fonds d'investissement qui s'appelle Innovalis, qui depuis 20 ans lève des fonds au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, et les investit dans l'immobilier de bureau en France, en Allemagne et en Espagne. Et donc Advenis REM bénéficie de ce savoir-faire, de ses contacts, de ses relais, de ses réseaux, et c'est aussi ce qui a fait le succès d'Eurovalis, notamment dans son démarrage. Et de la même façon, au sein d'Advenis, nous avons plusieurs filiales spécialisées dans la gestion d'immeubles de bureaux. Donc, on a 170 collaborateurs dans 25 villes de France et en Allemagne qui font de l'asset management immobilier, de la gestion locative d'immeubles de bureaux, de la gestion technique d'immeubles de bureaux et du brokerage, transactions, achats, ventes d'immeubles de bureaux. Donc, avec une empreinte, encore une fois, et un savoir-faire, une expertise très forte dans ces deux domaines. Et donc, c'est ce qui a fait le succès d'Eurovalis historiquement, puisqu'on sait depuis 20 ans agir à l'international, réaliser des investissements, acheter des biens, et puis les gérer, puisque c'est nos filiales allemandes qui font l'asset management et le property des 11 actifs aujourd'hui logés dans Eurovalis. Et donc c'est évidemment cet environnement-là qui nous conduit aujourd'hui à avancer vers le lancement d'Elialis, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Innovalis a un bureau en Espagne depuis 5 ans et pour le sourcing. Donc là justement, il y a une question. Alors, d'une part, dans quelle ville en Europe du Sud, voilà, précisément, mais je pense qu'on va y venir. D'autre part, viendrai. Il y a effectivement des équipes et une équipe dédiée en Allemagne, si on comprend bien. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des équipes dédiées également en Europe du Sud? Il y a des équipes dédiées donc en France, on l'a dit, on a plus de 150 collaborateurs qui seront tout à fait en mesure de faire remonter des actifs, même si effectivement nos premiers investissements, on souhaiterait les faire d'abord en Espagne et au Portugal, étant donné les éléments que je donnais avant sur les dynamiques fortes de ces marchés, les potentiels d'appréciation de la valeur de ces actifs en rentrant aujourd'hui. Et donc on a effectivement une équipe qui s'occupe de sourcer des biens immobiliers, donc de 2 personnes, qui est basée en Espagne et qui couvre évidemment toute la péninsule ibérique. Et quelles villes sont visées dans ces investissements? Donc on évoquait ces grandes métropoles régionales. Donc il est clair que si on additionne les 4 marchés, on arrive à un marché de 50 milliards de transactions immobilières par an. Donc on a besoin de cette profondeur de marché pour s'assurer d'avoir une récurrence de cette activité annuelle à l'avenir. Mais il n'empêche qu'on va effectivement s'efforcer à investir dans ces grandes métropoles, celles que l'on évoquait, celles qui sont aujourd'hui des pôles d'attractivité fortes. Et donc en Espagne, ça va être principalement Madrid et Barcelone, mais on regarde également Bilbao, Valence et potentiellement Malaga. Au Portugal, ça va être principalement Lisbonne et peut-être Porto. En Italie, c'est Milan et potentiellement Turin. Voilà. Donc, mais c'est vraiment cette idée de se focaliser plutôt sur des grandes villes régionales. Et puis en France, ce sera Lyon, Toulouse et potentiellement Marseille. Voilà. D'accord, c'est Europe du Sud et un peu la France. Alors, on va essayer de ne pas faire le premier deal à Lille. Donc oui, ce serait voilà. Plutôt effectivement le sud de la France. Voilà. Pour rester dans la thématique. Alors justement, on parlait aujourd'hui de rendement. Alors on a vu une très forte diversité. LF Grand Paris, on l'a vu avec la Française, on a vu le commerce donc de proximité, la diversification, l'innovation côté Altixia et puis bien évidemment l'Europe du Sud. Donc
3 SCPI, 3 thématiques, donc une belle diversification. Alors, il y a des avantages, mais dans tout véhicule, il y a aussi effectivement des inconvénients et des risques. Donc, on voit des rendements et des performances relativement importantes. On a du 4, 4,5%, 5% aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions sous-jacentes, puisque on sait aujourd'hui que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça, on le sait, et c'est une chose bien acquise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces performances vont perdurer encore dans le temps? Question ouverte peut-être pour Christophe. Enfin, après nous, on pense que cela va dépendre des véhicules, c'est-à-dire qu'au sein des gammes présentées ce matin et au sein de la gamme de la Française, vous avez des véhicules qui sont positionnés différemment. Nous, on a souhaité développer des véhicules corps qui ont pour objectif d'être positionnés autour de 4, pour donner un chiffre. Après, on a, en fonction de la prise de risque et du segment sur lequel on va investir, bien évidemment des objectifs de rendement qui peuvent être supérieurs. Tout va dépendre du profil de risque qui est prêt à assumer le client, mais en tendance, nous on voit aucune raison pour qu'il y ait un ajustement à la baisse important du rendement attendu de ce type de véhicule, car aujourd'hui on n'est pas à la fois sur un marché en bulle, c'est pas notre analyse du tout, et on est plutôt en tous les cas sur le marché français. Je laisserai Sonia parler de son propre marché, mais sur le marché français, nous à la Française, je le dis en passant quand même, hein, nous on pense que le marché français est un marché sur lequel il faut absolument investir en 2019. Et on a parlé de l'Allemagne il y a quelques temps. Nous, s'il y a un marché qu'on privilégie, au-delà de l'EF Grand Paris Patrimoine, structurellement, c'est bien le marché français. Donc on pense que c'est un phénomène de long terme qui est appuyé par des phénomènes conjoncturels assez puissants quand même, notamment le Brexit, qui vient soutenir la valeur. Et la reprise de l'économie, quoi qu'on en dise, soutient les rendements. Donc finalement, c'est un marché qui nous semble assez sain et pérenne. D'accord. Je rejoins énormément Christophe, Sonia, puisqu'on a été voir effectivement des actifs en Allemagne. Aujourd'hui, on a trouvé que c'était devenu beaucoup trop cher, alors qu'en France, il reste des actifs extrêmement intéressants si on est très vigilant sur l'emplacement. Et ce que disait Christophe est important, c'est le bien-être de nos locataires. Alors, si nos locataires, sur un point, mais vous avez raison, mais là, ça me permet de rebondir vers Rodolphe, parce que vous venez de dire à l'instant que les actifs en Allemagne sont peut-être devenus racheter des nouveaux, en tout cas. Voilà, sont devenus peut-être trop chers. Et pourtant, là, on a une 11e acquisition près de Düsseldorf en Allemagne pour la SCPI Ovalis. C'est cher, pas cher ou Alors, l'Allemagne. Puis après, je vous redonne la parole, Sonia. Qui effectivement, c'est en croissance et avec une très forte dynamique et un appétit très fort des investisseurs ces dernières années et qui s'est effectivement apprécié ces 3-4 dernières années. Après, je pense que tout dépend, encore une fois, aussi de la capacité de sourcing local pour trouver des actifs à l'achat. Nous avons une équipe de plus de 12 personnes qui font de l'investissement depuis près de 20 ans, puisqu'ils sont aujourd'hui chez Advenis et auparavant chez Novalis. Et sur les 11 acquisitions dont on parle, il y en a 3 qui ont été, par exemple, menées de gré à gré parce qu'on avait une personne localement très présente, très reconnue sur le marché allemand et qui a pu déclencher ces transactions sans passer nécessairement par des systèmes d'appel d'offres. Puis le deuxième point, c'est évidemment celui de la stratégie qui est choisie, qui est visée en allant... Il y a effectivement en Allemagne des actifs dans le QCA des plus grandes villes allemandes qui se valorisent extrêmement. Nous, on est plutôt positionné sur une stratégie Core Plus dans des villes A, en périphérie de ville A ou en centre de ville B, sur lesquels on a également, évidemment, on recherche des lots, des baux à long terme et des immeubles qui sont récents ou récemment reconfigurés, mais on est sur une thématique qui est peut-être un petit peu moins recherchée, concurrentielle que celle des investisseurs étrangers qui aujourd'hui font monter ce marché allemand dans les principales villes et dans le centre de ces grandes villes. Merci Rodolphe pour cette précision. En tout cas, ça vient poser certains arguments et mettre certains points sur les i. Et pour reprendre votre propos, Sonia. Non, ce que je complétais ce que disait Christophe sur la démarche ISR qui pour moi est au-delà de l'ISR qui est l'ESG et qui est le bien-être des locataires. Et effectivement, si nos locataires sont bien dans leur emplacement, aujourd'hui le niveau des loyers est relativement bas et il y a peu de raisons que ça baisse. Donc aujourd'hui, je pense que le rendement des SCPI, telles qu'elles sont aujourd'hui structurées, il y a de fortes chances qu'elles soient pérennes sur le long terme. Alors elles sont pérennes, donc on a souvent un capital qui investit, mais pas totalement garanti quand même, puisqu'il y a quand même des risques aujourd'hui inhérents à l'immobilier, donc aux sous-jacents, aux immeubles. Quelle est la liquidité au niveau d'une SCPI? Donc, je suis un investisseur particulier et demain, j'ai besoin effectivement, pour différentes raisons, de récupérer de la liquidité.
donc de vendre mes parts de SCPI. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui de gré à gré, un marché secondaire? Est-ce que c'est la société de gestion qui va racheter les parts donc des associés de la SCPI? Comment ça fonctionne concrètement? Enfin, je peux en dire un mot, mais bien sûr. Et c'est Sonia complétera. Mais nous, on travaille tous, je crois, sur des SCPI capital variable. Donc, en ce qui nous concerne, on ne travaille plus sur les SCPI capital fixe, sauf les fiscales, où c'est un traitement à part. Donc, la liquidité, elle est un peu plus simple. Il faut, comme tout actif, une contrepartie. Donc, ça n'est en aucune façon la société de gestion qui rachète les parts. Donc, quand vous êtes vendeur d'une part de vos SCPI, vous adressez ce que nous appelons un ordre de retrait à la société de gestion qui compense votre ordre de retrait par une nouvelle souscription. C'est la technique connue sous le nom de retrait-souscription. Donc, dans un scénario normal, le fonctionnement il est fluide. Typiquement, aujourd'hui, sur beaucoup de SCPI, le délai, il est de l'ordre de 1 mois. Donc, c'est un délai administratif, puisque je rappelle à toutes fins utiles qu'on n'a pas d'intervention notariée. Donc, c'est assez fluide. Après, il peut y avoir des scénarios de stress, de liquidité, auquel cas il est prévu des garde-fous, notamment l'activation de fonds de remboursement par la société de gestion pour permettre à la société de gestion de vendre les actifs pour honorer les rachats s'il y en a, s'il n'a pas suffisamment de collecte en face pour faire sortir ceux qui veulent vendre. Ce qui signifie une chose, en écho à votre précédente question, que la collecte, elle est très importante. Ouais. Car la collecte, elle est indispensable pour assurer la fluidité et le fonctionnement des fonds. Donc ça n'est pas juste un élément qui va déformer la performance du fonds, c'est un élément intrinsèque de l'ADN du véhicule. Alors je vois Sonia qui donne de la tête sur la déformation de la performance, mais ça va dépendre de comment on articule le pilotage des collectes, dont on viendra peut-être sur ce sujet ultérieurement. Justement, on a une question précise, là c'est l'évolution des taux et le prix de souscription des parts de SCPI dans le futur. Comment vous voyez effectivement cette évolution du prix de la part? Alors, si on s'en tient prévoir, je ne sais pas faire. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis 20 ans, on a connu un marché extrêmement porteur. Donc, on ne reverra probablement pas les 20 années qui viennent à l'image de ce qu'on a vécu sur les 20 années précédentes. Les performances aujourd'hui, IEIF en main, sont autour de 4,40. Dans ces 4,40, vous avez un élément contributif de la plus-value. On pense que de la plus-value, il y en a encore. En tous les cas, potentiellement, il y en a encore de distribuables. La question, et chaque société de gestion a une stratégie différente, c'est est-ce qu'on va, et c'est plutôt la position de la française, reconstituer ces fameuses réserves de plus-value pour affronter l'éventuel nouveau cycle de demain qui pourrait être moins porteur qu'on l'imagine. Et la prudence est quand même intrinsèquement liée au véhicule qu'est la SCPI, je ne le redirai jamais assez. Associer la SCPI avec des rendements très élevés, notre message c'est attention, soyez vigilants. Donc l'idée, c'est quand même principalement de distribuer un revenu et de reconstituer des réserves de plus-value pour pouvoir éventuellement les utiliser ultérieurement dans un cycle qui serait moins ou plus adverse qu'on l'anticipe. Alors justement, je rejoins Christophe, on a l'avantage dans les SCPI de pouvoir faire du report à nouveau. Pour moi, c'est stratégique venant du monde de l'assurance où effectivement faire des provisions pour le futur est clé. Je pense que toute SCPI devrait être responsable et avoir un minimum de report à nouveau pour faire face aux années futures. Et pour revenir sur son point de la collecte, oui, la collecte, ça va servir aussi au rachat, mais on voit bien que le nerf de la guerre, comme dans la SCPI, c'est d'adosser notre collecte à nos investissements. Et c'est la raison pour laquelle Altixia, nous n'allons jamais distribuer nos SCPI en direct auprès du client final. On ne passera que par des distributeurs, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de piloter la collecte. Vous êtes capable de dire, ralentissez, on n'a rien d'intéressant à investir, ou allez-y, on a des choses intéressantes à investir. Alors justement, sur ce propos, et en plus, ça tombe très bien, Sonia, on a une question qui nous était posée en amont. Alors, SCPI en direct, comme on le voit à l'instant autour de la table, SCPI en direct ou SCPI à travers un contrat d'assurance vie? Alors, je me tourne vers Sonia. Non, mais vous parliez de la liquidité. Je pense que le client qui est totalement averse au risque de liquidité, il faut qu'il le souscrive via l'assurance vie, puisque là, il a la liquidité qui est portée l'assureur. Il est en contrepartie, il a une moins bonne performance, qui est de l'ordre de 1,50% qu'il perd en termes de performance. En règle générale, tous les assureurs vont plafonner en montant, en pourcentage, etc. Après, l'avantage du direct, vous pouvez l'acheter à crédit, et vous avez des SCPI mensuels qui vous permettent de rembourser le crédit. Vous pouvez l'acheter en démembrement, vous pouvez l'acheter sous forme de holding patrimonial à l'IS. Donc, c'est l'outil quand même patrimonial le plus souple aujourd'hui, à part l'assurance vie que j'ai pu connaître. Alors justement, dans une stratégie patrimoniale aujourd'hui pour un investisseur, comment pourrait-on scénariser justement un investissement dans une ou dans des SCPI en termes de diversification? Quels seraient aujourd'hui un peu les objectifs pour un investisseur? 30% de chacune des 3 SCPI, voilà, c'est parfait. Ça, 33 pour nous et puis... un tiers. Non, mais globalement aujourd'hui, effectivement, dans un scénario patrimonial, comment on peut aujourd'hui, quels sont les objectifs et quels sont les objectifs auxquels répond une SCPI aujourd'hui? Avant tout, la SCPI, c'est du rendement. Donc c'est vraiment le client qui va vouloir du rendement ou à court terme
ou à long terme, et à ce moment-là, il va acheter que la nue propriété à l'instant T. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu en tout cas dans les allocations de l'assurance vie, c'est que ça n'allait jamais au détriment des unités de compte actions. C'était vraiment en complément et ça allait plutôt en détriment du fonds euro. Donc aujourd'hui, dans l'allocation patrimoniale d'un client, qu'il ait 20 à 30% sous forme de SCPI, plutôt que de s'acheter sa propre shop de bonds, son propre actif immobilier en direct, avec les soucis de gestion, ça a une pertinence qui est totalement... Et alors, à crédit, c'est encore beaucoup plus intéressant. Si je peux juste me permettre de compléter, il faut bien être conscient que le développement du marché de la SCPI et les différentes stratégies qu'on évoque entre autres ici ce matin permettent à nos partenaires professionnels de faire quelque chose qu'ils font depuis très longtemps en financier, de faire des allocations immobilières. Et avant même de parler de la SCPI, nous, ce qu'on essaie de porter dans nos interventions à leur côté et ici ce matin, c'est sensibiliser vos clients à la pertinence de l'immobilier. Pourquoi faire du bureau et la tertiarisation de l'économie? Pourquoi faire du commerce? Parce que la proximité, etc. Et une fois que vous aurez assis une stratégie d'investissement en immobilier, en France, en Europe, en Allemagne, avec la Française ou avec Altixia ou avec Advenis, là vous irez utiliser le véhicule iDouane parce que typiquement à la Française, on a développé des outils de simulation très très proches de ce qu'on connaît en financier. Donc aujourd'hui, le champ, le terrain de jeu, il est très très vaste. Donc vous pouvez faire des portefeuilles immobiliers avec des stratégies core et des stratégies satellites très proches de ce que vous faites en financier. Et c'est ce que permet le développement de l'offre des sociétés de gestion ici présentes. Merci Christophe, on a une autre question. Alors, comme quoi on est sur la SCPI, on est sur quelque chose, effectivement, on se dit il y a une certaine sécurité, on investit dans l'immobilier, et pourtant, danger de perte en capital sur les SCPI, ça revient à nouveau effectivement dans ces thématiques et dans ces questions. Est-ce que vraiment il y a un vrai danger et est-ce que les SCPI s'adressent à tout type d'investisseurs aujourd'hui? Nous, on était là en 2008. Ouais. Enfin, moi, j'en parle souvent parce qu'on l'a vécu de près. Expérience. Et ça, c'est un vrai sujet. Le principal choc qu'on a connu depuis un siècle, c'est-à-dire 2008, on voit comment se sont comportés les SCPI. Donc la résilience, elle est là. Elle est intimement liée une nouvelle fois à l'ADN du véhicule. Encore faut-il que tous les indicateurs que vous regardez dans un véhicule soient bien au rendez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait un prix de souscription qui soit survalorisé par rapport notamment aux références qu'on connaît, valeur de réalisation, valeur de confrontation. Donc on ne va pas rentrer dans la technique. Ça, c'est un sujet d'analyse indispensable de la part des professionnels du patrimoine. Après, on n'est jamais à l'abri d'une hausse de taux très très importante. Je pense que Sonia en dira un mot, mais globalement, aujourd'hui, il n'y a pas d'excès qui justifierait un risque avéré de retournement de l'immobilier dans les SCPI de notre point de vue. Mais une SCPI, ce n'est pas du fonds euro. Donc, ça n'a pas de garantie au capital, au quotidien. Il faut en être lucide. Ça reste un placement qui doit être sur du moyen-long terme, mais c'est d'un actif tangible. Donc, dans tous les cas, ça remontera. La pierre, elle est là, c'est du dur, c'est du solide. Et si on est très qualitatif et sélectif sur l'emplacement, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas un bon placement. Mais je pense aussi qu'il y a un travail d'évaluation de la stratégie et de la capacité d'exécution des sociétés de gestion auxquelles on confie nos moyens. Et donc, c'est s'assurer de la pérennité, de la soutenabilité de la stratégie qui est déployée, effectivement des capacités de réalisation de ces sociétés de gestion. Et à partir de là, hormis une hausse des taux qui n'est pas prévisible, en tout cas dans les tuyaux de ce qu'on en comprend aujourd'hui, il n'y a pas une raison de voir une perte sur le capital. Mais d'où un gros effort de transparence. Je pense qu'aujourd'hui, les SCPI peuvent être beaucoup plus transparentes justement sur leur façon de travailler, sur leurs allocations, sur à quel taux elles l'achètent, à combien elles l'achètent, quel est le niveau d'endettement. Je pense que tout ça nécessite beaucoup de transparence. Alors tout à fait, on a vu effectivement les performances, les rendements, les investissements, le contexte structurel, stratégique, les différentes SCPI, mais on a aussi un volet qui mériterait effectivement d'y consacrer peut-être même tout un webinaire, c'est la fiscalité. Parce qu'effectivement, il y a une fiscalité au niveau des SCPI. Alors, la fiscalité d'entreprise, donc des SCPI d'entreprise, donc soit elles sont détenues en direct avec régime du microfoncier, régime réel, soit à travers un contrat d'assurance vie, donc des SCPI qu'on retrouve, mais dans ce cas-là avec la fiscalité d'assurance vie, ou un peu plus à la marge avec des montages un peu particuliers. Vous l'évoquez tout à l'heure, Sonia, avec les SCPI, voilà exactement détenues au travers éventuellement d'une SCI, donc une SCI à l'IR ou une SCI à l'IS. Ça, c'est sur le papier. On voit la chose, mais au niveau des SCPI qui investissent par contre à l'étranger. Alors, je vais peut-être passer plus précisément la parole sur la fiscalité, justement. La fiscalité en Allemagne, on imagine, on est sur l'Allemagne. Mais la fiscalité, quand on est en Europe du Sud, quand on est en Italie, quand on est en Espagne, quand on est au Portugal, comment ça fonctionne concrètement, cette fiscalité? Alors, il y a effectivement un avantage fiscal d'investir dans une SCPI française qui elle-même est investie à l'étranger. C'est un avantage fiscal qui a
deux ordres. Le premier, c'est le fait que ces revenus immobiliers étrangers échappent aux prélèvements sociaux, donc à la CSG-CRDS, et donc échappent à 17,2% d'imposition et représentent donc une économie d'impôt de 17,2% par rapport à 1 euro de revenu locatif issu d'un immeuble ou d'un actif français. Donc ça, c'est le point 1. Il y a un deuxième principe qui est le principe de la non-double imposition. Et donc, ces revenus immobiliers étrangers vont être déclarés par le client contribuable français. En revanche, l'impôt qui est afférent va être neutralisé. Alors, en Espagne, en Italie et en Allemagne, d'ailleurs, c'est via un système de crédit d'impôt. Et au Portugal, c'est via un système d'exonération fiscale. Et donc, il n'y aura pas, qu'on ne paye pas doublement un impôt sur ce revenu étranger. Et donc, on voit pour les hauts revenus qui sont sur un taux marginal élevé de l'IR, l'avantage de se positionner dans des pays où le taux de fiscalité donc, local est plus faible. En Espagne, aujourd'hui, le taux qui prévaut est de 19%, au Portugal de 22,5% et en Italie de 24%. Une fois qu'on a dit ça, il reste une dynamique d'un frottement fiscal. Donc ce revenu étranger, revenu immobilier étranger, donc n'est pas, comme on l'a dit, fiscalisé. En revanche, il est ajouté au revenu français pour déterminer ce que sera le taux moyen d'imposition. Et donc il y aura une taxe et qui, lui, ce taux moyen d'imposition ne s'appliquera que sur les revenus français. Mais il y aura bien, de façon incrémentelle, par rapport à un taux moyen d'imposition qui va augmenter étant donné que les revenus étrangers sont pris en compte. Donc il y aura bien une taxe incrémentelle sur les revenus français liés à ce revenu étranger. Mais au global, on est sur une tendance où il y a une économie d'impôt qui est assez forte en investissant à l'étranger. D'accord, donc effectivement une vraie diversité à tous les niveaux, aussi bien fiscal qu'effectivement stratégique, thématique et d'investissement. Donc c'est parfait. Et je reboucle sur une autre question qu'on vient de recevoir justement. Alors mes clients, mes investisseurs, donc particuliers, ont pour le coup aussi des charges qui tombent souvent mensuellement. Et on voit aujourd'hui que la plupart des SCPI ont des revenus trimestriels. Alors, ça me permet de donner la parole à Sonia. Alors, ce n'est pas ni le lieu ni l'objet de la SCPI Cadence 12, mais en l'occurrence, c'est une SCPI qui va reverser des revenus mensuels. C'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, de nos passés de travailler avec des conseillers en gestion de patrimoine, on les a interrogés pour savoir quelles étaient aujourd'hui les fonctionnalités qu'ils attendaient pour leurs clients. Et c'est vrai que le revenu mensuel est revenu assez fréquemment. Pour diverses raisons. C'est que si vous l'achetez à crédit, en général, votre crédit bancaire, il n'est pas trimestriel, mais il est mensuel. Vos revenus aujourd'hui, vous êtes retraité, vous attendez plutôt un revenu mensuel. Donc c'est vrai que le fait d'être une petite société de gestion, on est plus agile et on démarre from scratch. Donc c'est plus facile de mettre en place ce type de fonctionnalité. Mais c'est quelque chose qui est très demandé, que ce soit en direct ou via l'assurance vie pour des produits APB différés. Alors plus agile, donc innovante également, des projets d'innovation c'est pas ce qui nous manque, effectivement. Après, c'est plus le temps pour tout mettre en place. Mais je pense qu'effectivement, c'est un milieu, le monde de l'immobilier, qui reste encore... il y a très peu de digital, il y a très peu de choses encore qui restent à faire. La présentation des actifs, je trouve, c'est encore poussiéreux, à part la Google Maps. Voilà, on a la 3D, on a de la chance, il y a énormément de choses qui est en train d'évoluer. Il faut rendre tangible l'actif pour les clients. Ils ont la chance d'investir dans quelque chose de solide. On l'a trop transformé en pierre-papier et ça vaut le coup que quand ils passent devant un immeuble, ils se disent « Ah oui, j'en ai un petit bout ». Ils partent en Espagne, ils se disent « Ah ouais, c'est un petit bout à moi, ça ». Et on ne prend pas les mêmes vacances de la même façon. Voilà, c'est sûr. Alors, encore un autre point, et toujours pour poursuivre sur notre chat, surtout n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Alors, on a des SCPI porteuses, des SCPI effectivement avec de fortes capitalisations, des SCPI aujourd'hui comme la SCPI allemande. Est-ce qu'à un moment, on peut être amené à suspendre la collecte, même pour une SCPI porteuse ? Est-ce qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui peut le permettre ? Alors, je ne sais pas, peut-être Christophe ou éventuellement Rodolphe, est-ce qu'on peut être amené à suspendre la collecte ? Oui, bien évidemment. Juste en rebond de ce qu'a dit Sonia sur l'innovation et la digitalisation, les équipes de la Française m'en voudraient de ne pas en parler parce que comme je vais rentrer au bureau après, je voudrais quand même pouvoir rentrer dans de bonnes conditions. Il y a eu un gros travail, pardonnez-moi, mais je n'ai pas voulu vous couper tout à l'heure, sur le digital qui est en place sur la souscription de part de SCPI depuis 2 ans à la Française en full digital. Donc l'innovation, elle est quand même très très présente et il y a un taux d'appropriation qui ne cesse de grimper. Ça, c'est le premier point. Le second point, et ça va rejoindre l'ancien métier de Sonia, c'est que nous avons développé le versement programmé. Donc aujourd'hui, on voit bien que
vulgarisation, démocratisation du placement SCPI, donc au travers de l'épargne immobilière, est en train d'adopter les codes de l'assurance vie, parce qu'on va aussi chasser sur ces terres-là, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui est en train de découvrir l'épargne immobilière au travers des SCPI. Donc il n'est pas illégitime que des acteurs agiles, avec leurs spécificités, puissent proposer des solutions innovantes. Et nous annoncerons probablement de nouvelles solutions innovantes à compter de l'été, puisque nous sommes en train de développer le mandat de prélèvement CEPA, bien évidemment, qui est un élément dans le dispositif incontournable. Donc l'innovation, elle est quand même de rigueur. Pour revenir à la question de la collecte, oui, bien sûr. Enfin, nous, à la Française, on l'a pratiqué, on continue à le pratiquer. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la collecte qui commande les investissements, mais c'est exactement l'inverse. Donc les stratégies d'investissement dans un groupe comme le nôtre, mais je pense que c'est la même chose pour mes camarades, sont déterminées par les politiques d'investissement des groupes. Nous, à la Française, c'est Marc Bertrand qui nous explique qu'il va pouvoir sourcer 1 milliard de bureaux corps en Europe, et on va implémenter sur chaque fonds, en fonction de sa stratégie, la taille nécessaire. Quand on aura atteint la collecte correspondante, on ferme la collecte tout simplement. C'est un élément qui préserve la performance des SCPI et qui est un élément contributeur très important au succès de ces véhicules. Donc oui, on est amené à piloter les collectes. Et est-ce qu'obligatoirement on ferme, ou est-ce qu'on peut éventuellement avoir d'autres solutions pour, on va dire, un petit peu temporiser la collecte, peut-être, je ne sais pas, Christophe ou Rodolphe? Je renchérirais sur le fait que, effectivement, ce qui détermine la collecte, c'est le fait de savoir qu'on a dans le pipe suffisamment d'actifs qui sont soit sécurisés, soit proches de l'être, et qui nous permettent de nous assurer qu'on sera en mesure de déployer les capitaux qui sont collectés, puisqu'on suit bien des tendances évidemment quotidiennes, mais même hebdo et mensuelles. Donc on sait ce qui va nous parvenir, et donc s'il le fallait, en toute rigueur, évidemment, en toute discipline d'investisseurs, on devrait arrêter cette collecte-là. Et puis des mesures un petit peu qui permettraient d'alléger une situation de tension très forte en termes de collecte, effectivement, pourrait être le report du délai de jouissance, par exemple. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on considère, en tout cas au niveau de Revalis, puisque c'est cette SCPI-là qui est en forte collecte en ce moment. Alors, on parle effectivement beaucoup donc, de collecte, donc d'achat de parts, de SCPI. Donc, tout à l'heure, Sonia l'évoquait, on a une question, effectivement. Nous avons très peu d'acteurs bancaires qui les financent. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que peu d'acteurs aujourd'hui bancaires financent les parts de SCPI? C'est vrai que la disparition du crédit foncier a posé un vrai problème aux conseillers en gestion de patrimoine. Oui. Et c'est vrai que moi, c'est la première chose que j'ai recherchée, c'est des partenariats bancaires qui acceptent de souscrire à crédit Altixia, voire même 50% des SCPI externes, parce que j'ai pensé à mes petits collègues. Voilà. Non, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un point clé de pouvoir souscrire à crédit. Et les banques vont commencer à s'ouvrir progressivement, mais ce qu'ils apprécient, c'est effectivement la proximité qu'ils peuvent avoir avec les gens qui leur apportent les affaires, sachant qu'ils veulent du sérieux, ils veulent des affaires patrimoniales. Et donc aujourd'hui, moi j'ai trouvé 2 partenaires bancaires qui acceptent de souscrire à crédit les SCPI Altixia. C'est un vrai sujet. Modulo quand même un élément qui est lié à la Française dans nos analyses statistiques de la contribution. Aujourd'hui, moins de 10% de la collecte auprès des CGP de la Française est faite à crédit. Donc effectivement, vous avez raison, il y a un potentiel très important. Mais pour autant, ça n'a pas déstabilisé le marché, puisqu'on n'a jamais autant collecté que cette année, alors même que le crédit foncier est sorti du marché. Donc on travaille tous autour de la table, je pense, à la recherche d'acteurs qui viendraient se substituer au crédit foncier. Nous-mêmes, on est en train de chercher une solution. Dès qu'on l'aura, bien évidemment, on le fera savoir. Alors merci Christophe. Donc on approche tout doucement de la fin donc, de notre webinaire. Donc on a effectivement rehaussé le niveau. Si aujourd'hui on devait effectivement faire un dernier tour de table en conclusion, et si on devait retenir aujourd'hui les 3 ou 4 arguments clés et avantages clients au niveau des SCPI, on va dire peut-être de façon générale, et plus particulièrement au niveau de vos SCPI en particulier, parce qu'on a la chance d'avoir effectivement 3 SCPI vraiment très identifiés, très thématiques, avec Altixia Commerce, Elialis et LF Grand Paris Patrimoine. Donc, j'ai laissé la parole pour commencer ce tour de table à Sonia, si on devait retenir les 3 ou 4 arguments clés et avantages clients aujourd'hui. Non, mais les avantages clés, c'est qu'enfin, vous avez une SCPI qui est accessible avec des frais extrêmement réduits à 2,50, qui vous rémunère sur encours, qui investit sur toute l'Europe, qui a des promesses entre 5 et 6 nets, et aujourd'hui, on est à 6-12 nets. Donc oui, plutôt une SCPI prometteuse. Merci Sonia. Même exercice, Rodolphe, aujourd'hui, si on doit repartir avec les 3 ou 4 arguments clés et avantages clients, voilà, sur Elialis.
Alors, Quel serait-il? c'est une SCPI qui permet de diversifier son patrimoine dans une classe d'actifs qui n'est pas aisée pour un particulier à laquelle on n'est pas aisé d'y avoir accès. On s'appuie sur le savoir-faire du groupe Advenis, encore une fois, dans l'investissement immobilier à l'international et avec ce savoir-faire très profond des métiers de l'immobilier. C'est effectivement bénéficier de la croissance économique de ces grandes métropoles dont on parlait en Europe du Sud. Nous, on recherche un rendement brut de 6% plus dans cette SCPI. Et en revanche, on pourra aussi bénéficier d'une fiscalité avantageuse que l'on décrit précédemment, puisque l'essentiel des revenus seront étrangers. Merci Rodolphe. Alors Christophe, on va dire un peu le mot de la fin sur ce même exercice. Oui, aujourd'hui. En quelques mots, voilà. Investir sur la SCPI LF Grand Paris Patrimoine, c'est à nos yeux en tous les cas investir sur le plus grand projet d'infrastructure au monde aujourd'hui. Ça, c'est le point central à nos yeux. Le second élément qui nous semble important, c'est effectivement, ça vient d'être dit, c'est de diversifier vos allocations de SCPI, et ça se fait sur des thématiques qui nous semblent extrêmement porteuses. Et puis un élément plus conjoncturel quand même, au-delà de le faire avec le leader du marché qu'est la Française, c'est vous pouvez le faire sur les SCPI LF Grand Paris Patrimoine aujourd'hui sans délai de jouissance, puisque nous avons décidé d'amorcer la collecte depuis un peu plus de 6 mois en supprimant les délais de jouissance. Donc c'est aussi un sujet qui peut être intéressant pour les partenaires professionnels. Parfait. Merci Christophe, merci à tous les trois. Donc j'espère que ce webinaire aura permis effectivement d'avoir une autre approche et une vision beaucoup plus large, aussi bien macro mais aussi beaucoup plus opérationnelle sur les différentes SCPI. Altixia Commerce avec Sonia, Elialis, donc SCPI Europe du Sud, donc avec Rodolphe et avec Christophe sur LF Grand Paris Patrimoine. Encore merci à tous les trois et donc à très bientôt pour un prochain webinaire AGEAS Patrimoine. Merci. Merci à vous. Merci.